Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que on va vérifier au démarrage que tout le monde nous entend bien? Si certaines personnes ont des problèmes de son, est-ce que vous pouvez le dire dans le chat directement? Ou sinon, nous valider que tout est OK et on va pouvoir démarrer rapidement. A OK. priori, ta vie, Julien, pour l'instant, ça va. Marion, Alexandra, Nicolas. Bon, après, je m'arrête parce que sinon. On est ravis en tout cas. Il y a pas mal de monde pour ce webinaire, donc c'est super cool. Merci de votre présence. Ok, bon, je pense que ça a l'air d'être très bon. Les réglages ont été faits à la perfection. On va pouvoir démarrer. Je vais laisser Thomas se présenter pour démarrer et puis on enchaînera directement avec le sujet le plus important après. Ben, enchanté à tous. Bonjour. Puis je te laisserai aussi toi, Antoine, parce que je ne sais pas si tout le monde te connaît, même si tu es très connu partout maintenant. Donc moi, je suis enchanté, je suis Thomas, je suis directeur, alors directeur commercial, mais de plus en plus des responsables des partenariats. Donc c'est ce qui fait le webinaire aujourd'hui. Donc avec l'un de nos top partenaires qui est Kiliba. Voilà, moi je représente l'agence Evolutive Group. On est une agence e-commerce depuis plus de 16 ans, intégrateur e-commerce sur PrestaShop. Voilà, rapidement, on est 80 collaborateurs et on accompagne les marchands dans leur croissance, donc qui fait partie du sujet d'aujourd'hui. Eh ben, merci. Effectivement, pour ceux qui me connaissent déjà, j'en ai vu quelques-uns dans le chat, mais donc je suis le responsable commercial de la société Kiliba, qui est une société éditrice de logiciels, et sur exclusivement le métier de l'emailing et plus principalement du marketing automation, de fidélisation. Et c'est effectivement avec ce recul, cette expérience-là, qu'on va pouvoir échanger avec Thomas aujourd'hui et vous présenter finalement les tips, on va dire les meilleurs, on espère en tout cas, pour faire avancer votre e-commerce. Donc, à qui va s'adresser ce webinaire? Vous l'avez compris, aux personnes qui ont des e-commerce, des boutiques en ligne, qui veulent à la fois acquérir plus de clients, et ça va être la partie de Thomas, où on va vraiment écouter son expertise. Et puis, dans un second temps, on va aller regarder comment les fidéliser, comment faire face aux concurrents qui ont tous des bonnes stratégies parfois, mais sur lesquelles nous, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus de finesse pour générer du chiffre de plus en plus rentable. Mince. Je te laisse avancer sur tes slides, Thomas. Ouais, tout à fait, exactement. Alors surtout, si vous avez des questions, à la fin, on fera une session questions-réponses. Elle peut être très longue, il n'y a pas de problème. On est là pour ça avec Antoine. Évidemment, on vous a préparé plein de chiffres. Je voulais commencer par des tendances parce que avant de rentrer, avant de rentrer dans le dur du sujet, je trouve que c'est intéressant qu'on pose. Souvent, on me demande, mais ouais, mais là, les tendances cette année, c'est quoi? Ça donne quoi? On va où? Donc, l'e-commerce en 2022. Donc, il y a eu une croissance l'année dernière de 13,4% du commerce, de l'e-commerce dans toute la partie détail, sachant qu'avant, c'était 9%, enfin 10%. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'e-commerce représente presque 14% de tout le commerce de détail, ce qui quand même commence à être très important. Et il y a une croissance qui est prévue à peu près de 5 à 6% par an minimum jusqu'à 2025. Donc, voilà. Donc là, c'est tout secteur confondu. Voilà. Et il y a une croissance plus importante sur le B2B que sur le B2C aujourd'hui, puisqu'il y a un vrai rattrapage concernant le B2B qui est un peu en retard. Aussi, un autre chiffre que je voulais vous partager, c'est le ratio entre combien il y a de boutiques actives en France, donc de e-commerce, de e-commerce actifs. Il y en a un peu plus de 200 000 en 2022. Donc ça veut dire que c'est des sites e-commerce qui sont ouverts. Ça ne veut pas dire que c'est des sites e-commerce qui font forcément des commandes, beaucoup de commandes tous les jours, mais c'est des sites e-commerce actifs. Et il y a 300 000 points de vente, de points de vente physiques
Et donc, on voit, donc malheureusement, le Covid a fait baisser le nombre de points de vente physiques et heureusement, pour le coup, dans l'autre sens, a augmenté les sites e-commerce, mais on se rapproche d'un site e-commerce pour un point de vente, même si c'est pas si simple que ça. Mais voilà, donc ça, c'est des chiffres, des grandes tendances voilà, que je voulais vous partager pour commencer. Alors, est-ce que je peux swiper? Oui, formidable. Ensuite, donc on est là pour travailler, enfin, pour parler, pour se dire, OK, comment est-ce qu'on peut vous accompagner? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour booster la croissance, booster la conversion? Donc déjà, deux chiffres qui moi me font mal tous les jours, mais qui en même temps sont notre challenge en tant qu'agence tous les jours et avec les marchands, parce que nous on ne fait que de l'e-commerce, hein, donc on n'a que des marchands, des e-commerçants et des marques toute la journée au téléphone, et on est très heureux de ça. Quasiment encore 76% d'abandon de panier, ce qui veut dire que quand même, si demain vous allez chez Decathlon, à la caisse, faut se dire que toutes les 4 personnes, il y en a 3 qui sortent du magasin en posant les affaires sur le tapis et sans payer. Donc dans le physique, on se dit ça me semble complètement improbable et impossible. Et pourtant, quand on est derrière son ordi, c'est ce qui se passe. Donc ce pourcentage-là, on a tous à cœur de travailler dessus et de comprendre pourquoi il est si haut et comment le faire baisser. Et ensuite, un deuxième chiffre qui, pour le coup, moi, je le trouve encore plus douloureux, c'est que quand les gens ont fait, donc on fait le tour sur le site, ont ajouté au panier, créé un compte, ensuite ils ont mis leur adresse de livraison, leur adresse de facturation, ils ont choisi leur mode de livraison et sélectionné leur PSP de paiement, et bien là, vous marchand, vous avez encore entre 25 et 30% d'erreurs de paiement. Donc ça veut dire que là, les gens ont fait tout le processus, ils sont prêts, ils ont plus qu'à mettre, ils vont mettre la CB, et là, il y a des erreurs de paiement. Alors les erreurs de paiement, c'est très large, hein. Ça peut être 3D Secure, ça peut être la personne qui a quitté la page de paiement sans renseigner sa carte, ça peut être dépassement du plafond, etc., etc. Mais là, ce chiffre-là, voilà, est encore énorme. Il y a bien sûr évidemment des possibilités de le travailler. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup d'axes d'amélioration de son taux de conversion. Et le premier et le plus gros encore, le mobile. Alors c'est ce que je disais en préparant la réunion avec Antoine, je disais, c'est quand même fou parce que moi, ça fait 12 ans que je fais de l'e-commerce et je pense que ça fait à peu près la moitié que chaque année, c'est l'année du mobile. Et pourtant, on est en 2022 et je commence par vous dire que le mobile est encore la plus grosse source de croissance et d'amélioration des performances. Parce que c'est vrai, c'est le cas. Déjà, la croissance que ce soit le trafic ou les achats, le chiffre d'affaires sur le mobile est beaucoup plus importante que sur le desktop, puisqu'on est à plus 13%, là où on a des projections effectivement à 10%, 5%. 42% des internautes cherchent une information d'abord sur le mobile. Alors, une information, c'est large. Ça peut être sur Google, ça peut être les réseaux sociaux, mais ça peut être aussi le site du marchand. Donc, si le site n'est pas alors après, on l'appelle comme on veut, responsive, mobile first, mais l'expérience sur le mobile doit vraiment être très, très forte. Un chiffre qui surprend beaucoup de gens, c'est 41% utilisent la recherche vocale quotidiennement. Et encore un exemple personnel, c'est qu'il y a encore un an, je recevais des textos classiques, et là, depuis un an, que ça soit mon écosystème personnel ou l'écosystème professionnel, je commence à recevoir des textos vocaux. Et je pense que vous aussi, au quotidien, vous recevez des textos, des messages vocaux, des WhatsApp vocaux. Et donc, si les gens commencent à envoyer des messages, des textos vocaux, forcément, le fait de rechercher des choses directement avec la recherche vocale, avec Siri et autres, est en forte croissance. Et pour la petite anecdote, j'avais suivi une conférence avec le directeur général de Cdiscount qui expliquait que en 2 ans, l'équipe R&D sur la recherche vocale était passée de 2 à 25, 27 personnes juste sur cette recherche vocale-là. Donc, autant dire que si les gros acteurs type Amazon, Cdiscount en font une priorité, c'est que du coup, dans les mois et dans les années à venir, ça va devenir très, très important pour nous tous. Et puis après, voilà, les millennials, comme on les appelle, puisque du coup, les millennials, c'est jusqu'à 34, 35 ans. Alors, je commence à dire 35 parce que sinon, je ne vais plus être un millennial, donc je vais beaucoup pleurer. Mais sont très mobile first et n'utilisent que le mobile. Beaucoup n'ont pas d'ordinateur ou alors pour le travail. Et voilà. Et le mobile, avec des achats sur les réseaux sociaux et la part du chiffre d'affaires généré sur le mobile est en train vraiment de grossir parce que
jusque-là, il y avait une grosse cassure entre le trafic, où maintenant quasiment tous les e-commerçants ont 50 à 60% de leur trafic en mobile, mais pas de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires n'est pas de 50 à 60% sur le mobile, il est encore beaucoup plus haut sur le desktop, mais ça, il y a une vraie grosse progression. Et donc, on a encore beaucoup tous de travail à faire, que ça soit nous avec vous accompagner, les équipes UX, etc. Vous à penser votre offre, à penser vos arguments, parce qu'on a quand même beaucoup moins de place sur le mobile qu'on a sur le desktop pour développer ces arguments. Donc il faut, comme le disent très chèrement nos amis de chez Top Chef, il faut être laser sur le mobile. D'ailleurs, pour abonder dans ton sens, il y a un chiffre de l'EMD qui est sorti il y a quelques mois maintenant, qui montre que plus de 70% des emails sont lus d'abord sur un mobile aussi. Et c'est hyper important de prendre ça en compte quand on fait une stratégie de marketing. Ouais, de toute façon, voilà, clairement, donc le mobile en 2022, donc je pense que cette slide sera encore existante en 2023, peut-être qu'un jour je pourrai enfin dire, ça y est, le mobile n'est plus un sujet, mais le mobile est encore un sujet pour beaucoup, et au final, bon, tant mieux, parce que ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à améliorer et de gains de performance à faire, donc on est là aussi pour ça aujourd'hui, pour vous accompagner à savoir où est-ce qu'on peut faire des gains de performance. Alors ça, c'est un slide intéressant parce que ça commence à parler de l'expérience et de ce que recherchent les clients et l'expérience client. 70% des consommateurs attachent autant d'importance à l'expérience qu'au produit ou au service lui-même. Ça veut dire que on est dans une ère où le produit, et on le voit pourquoi Amazon a une telle croissance. Amazon a une telle croissance parce que il a beaucoup, des centaines de milliers de produits, mais aussi parce qu'il offre une expérience. Il offre une expérience de livraison, une expérience de facilité de commande, etc. Et donc, en fait, c'est de se dire, c'est très bien. Il y a eu un temps où on disait l'e-commerce, c'est avoir les bons prix, les bons prix, le service client et la livraison. Et en fait, là, il y a vraiment un quatrième pilier fort qui est en train de rentrer et qui devient essentiel, c'est l'expérience client. Parce que l'expérience client, elle va venir amener tout ce qui va faire que la personne est contente et va venir revenir sur votre site. Et c'est pour ça que chez Evolutive, on est convaincu, et plus que convaincu, c'est notre quotidien tous les jours, et c'est aussi le quotidien d'Antoine, parce que sur la partie mailing, c'est très important. La personnalisation, c'est vraiment l'avenir du e-commerce. Alors pourquoi j'ai mis l'e-commerce en France? Parce que pour le coup, aux US, aux États-Unis, la personnalisation du parcours d'achat n'est pas un sujet. Ça fait déjà 3-4 ans que les sites, entre guillemets, statiques e-commerce n'existent plus aux États-Unis. Et je vous détaillerai pour la différence et qu'est-ce que j'entends par personnalisation du parcours d'achat. Mais quand on personnalise son parcours d'achat et qu'on rend dynamique l'expérience pour chaque internaute, chaque client, ça génère, c'est des vrais chiffres, ça génère 24% de commandes en plus, 26% de chiffre d'affaires en plus. 74% des clients se disent frustrés si un contenu n'est pas pertinent pour eux. Par exemple, la pire des choses, c'est faire de la reco produit. Je fais de la reco produit. Moi, j'ai acheté, je sais pas, des chaussures hommes, et la reco produit me propose des chaussures femmes. C'est la pire des recos possibles, puisque du coup, le site n'a pas compris que j'étais un homme, n'a pas checké ce que je voulais, ou alors, même pour vous, la pire des recos, et ça, on l'a déjà vécu, on l'a tous vécu, qu'on nous recommande un produit qui est out of stock. Ça, oui, je vous le rajouterai sur les slides a posteriori sur les sources des stats. Je les ai effectivement, j'ai oublié de le mettre en bas. Autant pour moi, Julien. Du coup, et 50% de réduction des coûts d'acquisition. Ça, c'est vraiment aussi important parce qu'en fait, on va venir travailler et optimiser le parcours en fonction de là où les gens viennent. Quelqu'un qui vient d'un réseau social ne doit pas être traité de la même manière que quelqu'un qui vient d'une recherche. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur la personnalisation. Du coup, personnaliser le parcours d'achat, c'est quoi? C'est comprendre que chaque client, il faut lui offrir une expérience à part entière. Donc, l'expérience à part entière, c'est déjà le comprendre. Est-ce que mon client est dans quel état d'esprit et où est-ce qu'il en est dans son processus d'achat? Ça, avec Antoine, c'est un peu notre quotidien dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand on a un client, un prospect au téléphone, c'est de savoir et de comprendre est-ce qu'il est
il est très convaincu par ce qu'on lui propose et il est prêt de signer, ou est-ce qu'il est, voilà, il est pas du tout prêt, c'est un sujet qui l'intéresse pas, donc du coup, le processus de vente va être très long. Mais en fait, en e-commerce, c'est la même chose. Il faut comprendre, mais ça, on peut pas le faire, ça peut pas être du one-to-one. Et donc, il y a des outils qui permettent justement de savoir si un prospect, globalement, pour vous, votre client, votre internaute, il est plutôt froid, il est plutôt tiède, il est plutôt chaud. Donc, il y a plein de choses. Pourquoi? Parce que, par exemple, si un prospect est détecté comme chaud, bah, on ne va pas lui pousser un code promo. Ça ne sert à rien à part amputer votre marge alors qu'il allait commander. Ça n'a aucun intérêt. Par contre, un internaute qu'on commence à détecter qui va aller vers fermer l'onglet, bah là, lui pousser un code promo valable 15 minutes pour finir son achat, par exemple, ça, c'est extrêmement pertinent parce que du coup, lui, on est en train de voir qu'on a détecté qu'il va s'en aller. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Je parlais de la recoproduit aussi. La recoproduit, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant parce que quand c'est dynamique, bah, du coup, on a une vraie augmentation du panier moyen. Et puis après, vous avez aussi le moteur de recherche, vous avez les filtrages dynamiques et vous avez les placements de produits dynamiques aussi en fonction de ce que l'internaute cherche. Donc, la recoproduit et toute la personnalisation du parcours d'achat. Et en plus, dès qu'on commence à dépasser un catalogue, je vais dire de 300, 400 références, euh, ça, c'est extrêmement important. Et Emma, je pense qu'Antoine te répondra très vite Ouais. à cette question extrêmement pertinente. Ensuite, il y a le feedback en temps réel. Vous commencez, je pense, à le voir sur les très gros sites. C'est la petite languette sur les sites, sur le côté, qui dit donnez votre avis. Alors souvent, le retour qu'on me fait, c'est mais personne va donner son avis, ça doit servir à rien ce genre de solution. Et bien en fait, c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire que oui, ça sert à rien pour les gens qui n'ont rien à dire. Donc ça, très bien, parce que eux, ils vivent une expérience dans laquelle ils sont satisfaits. Par contre, quand on peut donner son avis et que ce qu'on appelle le feedback est contextualisé, on se retrouve dans une expérience où là, je vis quelque chose qui ne va pas. J'en sais rien, un temps de chargement, une image qui est cassée ou quelque chose qui ne me convient pas. Ou voilà, je suis sur mobile et mon expérience est pas bien, ou alors tiens, je suis frustré parce que j'ai une rupture de stock, ou il y a quelque chose que j'arrive pas. Par exemple, je cherche et j'ai un problème, souvent, ça peut arriver, j'ai le problème de contraste. C'est-à-dire que j'ai 50, 60 ans, j'ai un problème de contraste, je vois pas le formulaire, donc je cherche partout et donc je vois que je peux donner un feedback, je le donne. Et là, on remonte. Et donc ça, c'est extrêmement pertinent parce que ça nous permet vraiment de récolter, ça vous permet et nous permet de récolter des informations que malgré vous qui passez des heures et des journées sur vos sites, nous qui passons des heures et des journées avec que ce soit nos chargés de projet, nos développeurs, nos designers et nos quality testers, on passe à côté de choses. On passera toujours à côté de choses parce que l'internaute, il arrive à faire des choses et souvent, et vous avez dû vivre cette situation 50 fois, mais comment reproduire quelque chose qu'on me remonte parce que du coup, mais comment il a fait pour avoir ce bug ou comment il a fait pour avoir cette problématique-là? Et ben, le feedback, ça nous permet, du coup, parce qu'on sait où il est, on sait dans quel état il est, on récolte les données, est-ce qu'il est sur Chrome, est-ce qu'il est en mobile, etc. Et on récolte surtout son feedback à chaud avec de l'intention. Donc ça, c'est extrêmement important et précieux. Et c'est pareil, on en est qu'au début de l'histoire parce que assez petit, pour l'instant, il n'y a que les très gros acteurs qui l'utilisent, mais c'est en train de vraiment se démocratiser. On a le marketing automation, mais là, je ne vais pas commencer à discuter parce que sinon, je vais prendre une tape derrière la tête par Antoine qui va dire mais Thomas, tu as mangé tous mes slides. Donc, le marketing automation, relancer son prospect ou son client au bon moment, c'est primordial et vraiment, bah, ça permet de maximiser son taux de conversion et son repeat order. Et Antoine détaillera vraiment pourquoi. Et il a plein de choses intéressantes à dire sur ce sujet-là. Et après, il y a le post-achat. Le post-achat, donc, alors le post-achat, on connaît le classique avis client, classique mais non moins indispensable. Aujourd'hui, ne pas avoir d'avis client avec une solution reconnue, bah, c'est clairement se mettre un vrai boulet au pied. Mais il y a le feedback dont je parlais juste avant, parce que demander un feedback juste après à la confirmation de commande, c'est pas la même expérience qu'un avis client. C'est complètement complémentaire, parce que le feedback sur la confirmation de commande va demander quelle expérience j'ai vécue d'un point de vue achat digital, là où l'avis client demande comment s'est passée l'expérience globale, si je suis content du produit, la livraison, etc. Voilà. Et donc, du coup, il y a aussi améliorer la sempiternelle question qui remplit toujours les services clients depuis des années, mais qu'il faut vraiment traiter, c'est la question de où est mon colis?
où est ma commande? Et ça, aujourd'hui, on a un gap d'amélioration de l'expérience client là-dessus qui est vraiment très, très fort. Et donc, le post-achat, il y a beaucoup de choses à faire et c'est très important parce que ça vous permettra que les clients, ne vous oublient pas, soient satisfaits et donc reviennent. Et quand on va les relancer, ben, le repeat order sera bon. Parce que si mon expérience d'achat n'a pas été bonne, ben, je ne reviendrai pas et on le voyait. C'est aussi important d'avoir le bon produit, d'avoir une expérience d'achat. J'aurais pu parler d'omnicanalité aussi, je ne sais pas si ça concerne certains d'entre vous, mais l'omnicanalité, le commerce unifié, par exemple, l'expérience entre le physique et le digital, aujourd'hui, les ruptures d'expérience, quand j'achète un truc en ligne et que je vais dans un magasin et qu'on me dit, bah non, mais il faut que vous renvoyiez en ligne, ou l'inverse, ça devient de moins en moins acceptable par nous tous. Voilà, je terminerai là-dessus. Parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai essayé de faire synthétique, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais l'expérience d'achat, c'est vraiment de se dire il faut une expérience sans couture, que l'internaute puisse vraiment soit concentré et heureux d'acheter et heureux de revenir acheter. Et tout ça, ça n'a qu'un objectif, améliorer le taux de conversion, améliorer le panier moyen et augmenter l'attachement et le repeat order. Merci Thomas. Alors, il y a eu effectivement une petite question qui est plutôt sur ma partie, donc je vais y répondre en allant, mais merci beaucoup parce que c'est ultra précis et ça montre à quel point, et je vais en parler juste après, c'est pas facile pour que ce soit une équipe marketing ou même des e-commerçants qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir toute une équipe marketing dans leurs effectifs. Ça montre à quel point c'est hyper difficile et complexe de mettre en place une véritable stratégie d'acquisition et par la suite de fidélisation, parce que l'une ne va jamais sans l'autre. Et c'est pour ça qu'on a nous, des partenaires comme toi, Thomas, c'est parce qu'on a confiance en votre expertise, on a confiance dans tout le savoir que vous avez sur la partie acquisition, qui est un tel sujet immense. Et Ouais, derrière, et juste, tu vois, si je peux juste compléter, après, promis, je te ouais, laisse, mais la main, mais par exemple, voilà, on parle d'acquisition et de fidélisation, et en fait, maintenant, il y a une nouvelle terminologie, alors j'en ai parlé en tour de personnalisation, mais retenez la rétention. La ouais, rétention, parce que acquérir 1000 personnes pour n'en retenir qu'une, bah, ça coûte une fortune et ça devient, on est très compliqué à être rentable. Par contre, bah, dès qu'on travaille sa rétention bah, par la personnalisation, là, ça devient hyper, hyper, hyper rentable. exactement. Et la rétention, en fait, elle va prendre plusieurs formes parce que c'est pas seulement le fait de faire réacheter son client. C'est un client qui achète une piscine, il va pas en acheter plusieurs. La rétention, c'est peut-être de lui proposer des accessoires. La rétention, c'est peut-être de le faire aimer sa marque. Par contre, quand on vend des chaussettes, là, ça peut être intéressant de lui vendre des chaussettes à la fois en hiver, au printemps, en été, mais ça va pas être les mêmes. Donc, c'est d'adapter son marketing produit, d'adapter ses stratégies événementielles en fonction des éléments calendaires. Et quand on a fait l'acquisition, quand on gère la maintenance de son site, donc toute la partie technique, quand on a travaillé pendant des mois, voire parfois des années, sur toute sa stratégie de contenu pour faire un SEO de qualité et être le Graal en première page, voire en premier lien Google, en fait, après ça, on se dit, OK, j'ai fait mon boulot, maintenant, j'ai plus le temps, moi. J'ai mis en place une newsletter, j'ai tout fait ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que je dois faire de plus pour que les clients que j'ai, que je connais, la base de données qui est à l'intérieur de mon CMS, ben, finalement, soit une richesse. C'est-à-dire ne deviennent pas juste quelque chose que j'héberge et qui reste là pour faire joli et pour dire que j'en ai eu beaucoup, mais qui soit vraiment une base de données sur laquelle je vais pouvoir travailler, sur laquelle je vais pouvoir utiliser toute l'expérience client que j'ai emmagasinée dans les stratégies d'acquisition préalables pour générer du revenu supplémentaire, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit à chaque fois. Et donc, finalement, la fidélisation, et c'est ce qu'on a voulu noter là, c'est trop souvent sacrifié. Et on la garde en étant une simple newsletter. J'entends souvent des clients qui me disent d'accord, mais comment je fais pour faire une campagne? Comment je fais pour envoyer à tous ces clients-là? En fait, c'est pas comme ça qu'on va réussir à générer du chiffre supplémentaire. D'accord? Donc, c'est en faisant du marketing automation la plupart du temps. Parce que automation, pourquoi? Parce qu'on ne passe pas de temps dessus. Et marketing automation, nous, on a choisi de le faire par email
Et je vais vous expliquer très simplement. Il y a évidemment plein de canaux qui vous permettent de communiquer avec vos clients, le SMS, le in-app si vous avez une application, le on-site si vous souhaitez faire de l'inbound marketing. Nous, on a choisi, et aujourd'hui, on va vous parler exclusivement de communication email parce que c'est la méthode la plus rentable pour faire du marketing. Rentable, pourquoi? Parce que l'email coûte pas cher. Il faut le dire, et que ça reste aujourd'hui le moyen de communication préféré des Français. D'accord. Donc, ça veut dire que si moi, avec ma boutique, je veux communiquer le plus facilement possible avec mon client et lui envoyer le bon message, eh ben, le meilleur moyen que je vais avoir, c'est de lui envoyer des bons emails. Mais maintenant que c'est dit, ok, c'est joli, c'est sympa, merci Antoine, tu as enfoncé une belle porte ouverte. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour faire des emails correctement? Et surtout, ça, je vais y venir juste après, comment on le fait, et surtout, pourquoi cette méthode d'automatisation qui est le marketing automation va permettre à mes emails d'être vraiment rentables. Déjà parce que, encore une fois, je vais gagner du temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer des newsletters toutes les semaines ou tous les mois, où j'ai une personne qui se met dessus, je dois le faire valider par une agence ou pas, je me trompe dans l'HTML, je dois savoir si j'envoie à telle ou telle personne. Wow! Déjà beaucoup trop, surtout quand on sait tout le budget et le temps qu'on a passé à faire l'acquisition de cette donnée. Okay. Donc, si je veux simplifier tout le travail de mes équipes, si je veux avoir des résultats, eh ben, il va falloir que je mette en place des stratégies très fines de segmentation, de ciblage, de recommandation de produits et évidemment que j'anticipe les événements calendaires qui vont arriver dans ma vie, dans mon cycle de vie pour mes clients. D'accord? Donc, vous avez compris, pour ça, il faut faire des choses avant. Évidemment, il y a quand même toujours un petit peu de travail dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et vous inquiétez pas, je vais vous donner une solution dans laquelle vous n'avez plus rien à faire. Ceux qui ont déjà plus ou moins travaillé avec nous ou dont Thomas a déjà parlé de Kiliba, vous le savez, vous connaissez notre promesse. Mais en vérité, aujourd'hui, si vous voulez faire du marketing automation avec n'importe quelle solution du marché, il vous faut 3 éléments hyper importants. C'est préparer et configurer toute la synchronisation de données avec toutes les complexités qu'elle intègre, c'est-à-dire le mappage des champs, c'est-à-dire la synchronisation, que ce soit par API ou par import-export d'un fichier SFT sur un serveur SFTP. Une fois que tout ça c'est fait, ok, sur quels critères je vais cibler? Est-ce que je prends le genre? Est-ce que c'est intéressant de savoir si c'est un homme ou une femme qui achète un échafaudage? Ok, pas vraiment. Des chaussures, ça peut être intéressant. Mais est-ce que c'est intéressant de savoir l'âge de la personne? Est-ce que c'est intéressant de savoir si elle est venue 2 fois, 3 fois ou 6 fois le dernier mois? Quels sont vraiment les éléments sur lesquels je vais pouvoir cibler ma clientèle? Donc ça, c'est hyper compliqué à faire. Il y a des tags, il y a du ciblage dynamique. C'est pas mal de données à interpréter, à connaître, à travailler. Et ensuite, une fois que j'ai fait ce ciblage et que, entre guillemets, toute la partie technique est OK, vous savez bien que ce n'est jamais vraiment le cas, mais au fur et à mesure du temps, on espère que ça fonctionne. Une fois que tout ça c'est fait, eh ben, je vais personnaliser mes communications. Et je vais les personnaliser comment? Est-ce que je vais réussir vraiment à mettre le produit que la personne veut? Parce que c'est ça dont il s'agit. La personnalisation, ce n'est pas juste mettre une belle couleur et dire bonjour Antoine ou bonjour Emma, ça fait plaisir de te voir. Ce n'est pas ça la personnalisation, ce n'est pas uniquement ça. La personnalisation, c'est savoir répondre aux besoins du client par le produit. C'est-à-dire proposer véritablement le bon produit dans le bon email au bon moment. Et ce sont ces 3 éléments-là qui vont permettre d'avoir véritablement une personnalisation de ma communication. Donc, une fois que j'ai travaillé ma segmentation, une fois que je sais comment faire du contenu dynamique, du ciblage avec mon flux RSS, etc., sur quel scénario je vais travailler mes clients? Est-ce que je vais traiter leur cycle de vie? Est-ce que je vais faire des segments en fonction de leurs données qu'on appelle déclaratives, c'est-à-dire ce qu'ils ont bien voulu me dire comme information? Est-ce qu'il y a aussi la question RGPD? Est-ce que je dois attendre que les clients se soient mis en double opt-in? Est-ce qu'il faut que j'attende 1 jour, 2 jours, 3 jours avant d'envoyer une relance de panier? Est-ce que, et là je vais pouvoir répondre à Emma directement,
à la fin, après un abandon de panier, est-ce qu'il faut impérativement mettre un code promo? Ou est-ce que je dois mettre seulement du beau contenu ou seulement des belles images? Ou est-ce que je dois juste avoir un texte super? En fait, il n'y a pas de réponse 100% exacte parce que forcément que ça va dépendre de votre base de données. Emma, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé votre base de données avec des codes promo, si vous les avez habitués aux codes promo. C'est-à-dire si vous avez, par exemple, pour leur anniversaire ou s'ils arrivent un code promo de 5-10%, ça peut être intéressant, effectivement, s'ils sont habitués à ça et qu'ils attendent ça, de leur donner un petit quelque chose. Par contre, il faut toujours savoir qu'il y a ce côté un peu pervers de chacun, hein, on est tous pareils, qui va faire que si on propose 5% après un panier abandonné, on a des chances que la personne va juste la prochaine fois abandonner son panier tout simplement et attendre d'avoir les 5%. Et donc, ça fait toujours 5% de moins. Donc, c'est ça qui est dommage. C'est vraiment en fonction, et ça, il faut tester. Et pour tester, il faut essayer, il faut le mettre en place et il faut voir un petit peu comment vous avez, quels résultats vous avez. Et les résultats vont être sur les métriques. Et ça va être hyper intéressant dans la définition des scénarios. C'est qu'est-ce que vous en attendez, vous? Qu'est-ce que j'en attends? Est-ce que j'en attends de l'ouverture? Est-ce que j'en attends du clic? Est-ce que j'en attends pas de désinscription? Ou est-ce que j'en attends exclusivement de la conversion? Est-ce que je regarde que le chiffre quand je fais une stratégie de fidélisation? Ou est-ce que je regarde aussi la réactivité pour savoir si le client est intéressé par ce que je lui dis comme message et par les produits que je lui envoie? D'accord. Donc, c'est là où il va y avoir un choix à faire dans votre stratégie. Nous, le choix qu'on vous recommande, c'est finalement de séparer tout ce qui est stratégie commerciale, c'est-à-dire typiquement la relance de panier abandonné, le post-achat, comme en parlait Thomas juste avant, les relances sur les bienvenus, les événements comme le Black Friday qui sont ultra commerciaux, les soldes, etc. Tout ça, en fait, ça ne va pas forcément concerner les personnes qui sont intéressées par votre marque. Je prends l'exemple d'une marque de prêt-à-porter qui fait du produit qui a une grande plus-value à dire que ses partenaires sont français, qui fait du Made in France. Et ben, c'est hyper intéressant pour eux quand ils référencent un nouveau partenaire d'en parler dans leur newsletter. Mais par contre, ce n'est pas forcément intéressant d'en parler quand on fait un panier abandonné. Et c'est là où on va essayer de trouver l'équilibre, c'est-à-dire de véritablement séparer la stratégie de contenu avec la stratégie de fidélisation commerciale. Et cette stratégie de fidélisation commerciale, en plus, elle ne va pas s'adresser aux mêmes personnes. Parce que moi, typiquement, un code promo, ça m'énerve, je trouve ça agressif. Par contre, je suis hyper intéressé par le contenu, l'histoire de quelqu'un. J'aime beaucoup lire les petits emails sur mon téléphone. Et peut-être que mon voisin, à l'inverse, il a acheté exactement le même produit que moi, il a fait exactement les mêmes visites que moi. Mais par contre, lui, raconter des histoires, ça ne l'intéresse pas. Par contre, il n'est pas contre 5 euros de réduction quand il vient de s'inscrire ou quand c'est son anniversaire. Donc, ces deux personnes-là, on ne va pas les adresser de la même manière. Et c'est trop dommage de les mettre dans la même liste. Alors même qu'ils ont acheté le même produit, qu'ils ont eu le même parcours d'achat et que finalement, le produit qui va les intéresser, à la fin, est le même. Et puis, inversement, il y a aussi les deux autres opposés, c'est ceux qui n'aiment absolument aucun email et qui vont se désinscrire directement. Eux, il ne faut pas leur parler. Et puis, il y a ceux qui aiment tout. Eux, c'est les vaches à lait, il ne faut pas les lâcher. C'est hyper intéressant d'aller chercher véritablement les clients qui sont les clients loyaux, on peut appeler des champions, et qui vont en fait, à chaque fois qu'ils vont recevoir une communication ou un code promo ou un produit en nouveauté, de toute manière, revenir sur le site et puis se laisser tenter par un petit produit ici ou là, un petit accessoire, une ceinture, une paire de chaussettes ou que sais-je, ou un nounours pour leur gamin. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à anticiper quand on crée sa stratégie de marketing automation. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, encore, c'est pareil. OK, mais la data, comment on la travaille? Qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je la mets? Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez toute une partie configuration, synchronisation, ciblage, personnalisation des emails à faire. Mais en fait, on sait pertinemment que cette partie de stratégie commerciale, elle est quasiment impossible à faire, à part pour ces discounts, pour
Amazon, pour La Redoute ou pour les grandes boîtes. Vous qui êtes un e-commerçant, une PME, parfois des belles PME même, hein, qui ont des équipes marketing avec 5-6 personnes, ça reste hyper compliqué de faire vraiment de la segmentation ultra fine. La segmentation ultra fine, c'est de la segmentation qui va avoir une pertinence à 100%. C'est-à-dire qu'on va parler de marketing prédictif. C'est-à-dire que la data analysée, elle va savoir quel est le produit que la personne veut acheter dans cet email-là. C'est parfois un saut dans le vide, hein. Il faut évidemment savoir faire confiance à la personne qui vous dit ça. Mais il y a une vérité, il y a une réalité. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Kiliba, c'est de vous montrer, que ce soit par les taux d'ouverture, les taux de clic qui sont 2 à 3 fois supérieurs au marché, que c'est possible d'avoir un outil qui s'occupe exclusivement de la stratégie commerciale, sur lequel vous ne passez absolument aucun temps, parce qu'en fait, vous l'avez mis en place directement, vous avez activé tous les scénarios qu'on vous propose en direct dans l'outil. On en parlera un petit peu plus tard si vous voulez, mais une fois que ces scénarios-là sont activés, mais en fait, les algorithmes de machine learning vont aller travailler toute votre donnée, vont aller chercher ce qu'on disait tout à l'heure avec Thomas, tout le parcours de votre client. Où est sa navigation? Où sont ses historiques d'achat? Quelle est la donnée déclarative de ce client-là? On va travailler, alors ce n'est pas un joli mot dans une ère post-Covid, mais des clusters de clients. C'est-à-dire qu'on va comprendre les clients comme étant des cohortes, des groupes entre eux, et on va essayer de comprendre entre ces cohortes-là, entre ces clusters, du coup, quelles sont les synergies. Si tel client avec un tel panier moyen a visité tel produit puis acheté tel autre produit, est-ce que l'autre client qui a exactement le même parcours mais qui s'est désinscrit des emails ou qui a cliqué que sur les emails d'événements calendaires, quel est le produit que je vais lui recommander dans son email d'anniversaire? Et ça, c'est toute la force d'une algorithmie et d'une intelligence artificielle. On n'est plus juste sur de l'algorithmie avec si un client fait ça, alors je lui pousse tel produit. Là, on va avoir cette donnée-là qui va être interprétée par tout un tas d'algorithmes et qui va en découler des recommandations très personnelles. Et donc, forcément, les résultats que ça apporte, c'est beaucoup moins d'emails, une pression marketing beaucoup mieux gérée et forcément des taux de conversion qui vont décoller. Et je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense que la conversion, c'est ce que vous recherchez à la fin. On fait du business, pas pour la beauté des yeux de nos clients, même si parfois ils sont très beaux. On fait du business parce qu'on veut l'argent qu'ils ont dans les poches. Et c'est tout à fait normal de le vouloir. Et en fait, on va leur proposer le bon produit. Donc, on va revenir à la relation primaire du client qui se passe dans un magasin. Tout à l'heure, Thomas prenait l'exemple de Decathlon. Si je viens chez Decathlon, ce n'est pas parce que j'aime le bleu, c'est parce que j'ai envie de m'acheter une paire de baskets ou parce que j'ai besoin de m'acheter une raquette de tennis. Et donc, c'est pareil, si je viens, genre, je ne sais pas exactement ce que fait Emma comme vente, mais admettons que ce soit du prêt-à-porter. Si c'est par exemple des vestes que Emma vend, eh ben, si j'ai envie de revenir acheter cette veste, ah bah, vous voyez, typiquement, si j'ai envie de revenir acheter des vestes chez Emma, c'est parce que ces vestes m'ont plu. Bien qu'Emma soit super sympa, c'est parce que ces vestes m'ont plu et que je les ai déjà achetées. Et donc, nous, on va parler à vos clients qui vous connaissent. Donc, on va essayer vraiment de remettre 100% de la relation entre vous et votre client. On va remettre ça sur vraiment le produit recommandé, ultra pertinent dans chacun des emails qui va être envoyé. OK ? Donc forcément, là, je fais un peu ma pub parce que faut pas exagérer non plus. Hein, je reste commercial, il ne faut pas que je vous mente. Forcément, on va avoir des taux d'ouverture et des taux de clic qui sont bien supérieurs aux moyennes du marché. Je ne sais pas quels sont les vôtres. Peut-être que, et je l'espère que les vôtres sont très bons. Bien souvent, on fait 2 à 3 fois les moyennes que vous avez quand vous mettez déjà en place 5-6 scénarios de marketing automation. Pour vous donner un ordre d'idée, la plupart des clients qu'on a aujourd'hui, des personnes avec qui on discute, ont évidemment déjà essayé de mettre du marketing automation en place dans des outils
parfois compliqué, parfois très simple, parfois avec une agence, parfois non. Et à chaque fois, ils nous disent, OK, bah, en fait, il nous a fallu 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour mettre 5, 6 scénarios en place. Et puis, on n'a pas pu le A/B tester. Et puis, en plus, finalement, on s'est fait shooter de notre délivrabilité, notre e-réputation, on a pris un coup. Et puis, derrière, on n'a pas réussi à mettre en place nos newsletters parce qu'on n'avait plus le temps, etc. Est-ce que votre solution fonctionne uniquement sur PrestaShop? Non, elle fonctionne sur Magento aussi et elle va fonctionner sur toutes les autres solutions cette année. Aujourd'hui, on a vraiment décidé de se concentrer sur PrestaShop et Magento pour le moment. Déjà parce que les partenaires qu'on a comme Evolutive Group travaillent principalement sur ces technologies-là. Et donc forcément, ça nous a poussé à développer encore plus et à aller encore plus loin dans le travail de cette technologie. Mais tout ce qu'on a appris sur cette technologie, en fait, on va pouvoir la décupler sur les autres. Alors, je vois qu'il y a pas mal de chats. Je pense que, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Thomas. Non, non, mais c'était clair. On dit la même chose. On dit, voilà, je dirais aussi, voilà, l'étude de la data pour répondre à Emma. En fait, la réponse n'est jamais binaire et elle est de moins en moins. C'est effectivement, il faut étudier. On peut pas mettre des scénarios. En fait, le côté figé de tiens, est-ce que je mets des codes promo, pas de codes promo? Est-ce que je dois avoir un code promo actif pour mon site e-commerce ou pas? En fait, voilà, c'est plus binaire. Il faut regarder et adapter toutes les stratégies en fonction de toute la data. Donc, il y a la data. Il y a la data email, il y a la data du parcours, il y a la data qu'on peut récolter et bien comprendre bien comprendre. Alors Aurélien, en quoi consiste Evolutive Group? Du coup, je réponds en 2 secondes et parce que vous avez dû arriver, j'ai fait un rapide pitch, mais Evolutive, nous sommes une agence e-commerce. On est la première agence PrestaShop en France. Donc on accompagne les e-commerçants, voilà, avec mes 80 collègues. On vous accompagne dans la création, la refonte, la migration, refonte graphique. Acquisition aussi et travailler la croissance des marchands parce que tu le disais Antoine tout à l'heure. Effectivement, moi, ça fait 12 ans que je fais de l'e-commerce et il y a au moins une chose que j'aime particulièrement dans l'e-commerce, c'est que on est toujours jugé pour une seule chose, c'est est-ce qu'à la fin, on a fait faire plus de commandes et plus de chiffre d'affaires à nos marchands, oui ou non. Et j'aime cette relation parce qu'elle elle est très simple en fait. Et très saine. Voilà. C'est Ouais. ça, très simple et très saine. Et après, il y avait une question pour toi, je crois, en termes de plug and Carrément, play. très simple aussi et très saine aussi, c'est trop cool. Merci Jean-Noël. Directement plugué sur Presta, oui, pas besoin de CRM. En fait, que ce soit Presta ou un autre, on prend la forme d'un module et on va travailler la donnée directement sur le back-office du site. Après, la donnée, vous pouvez la remettre dans un CRM en exportant et en faisant une synchronisation à partir de Kiliba si vous avez un CRM. Mais il n'y en a pas besoin. Et en fait, souvent, sur les e-commerce, il y a cette problématique de data, de synchronisation de données, de mappage de champs, etc. Et nous, on a décidé d'en faire fi et de se dire, en fait, c'est votre boutique qui a la donnée, bon, on se connecte sur votre boutique. Donc, on prend la forme d'un module, on prend la donnée qui est directement dans votre back-office, on la travaille et on travaille pour vous cette donnée-là directement. Donc, ce que je vous propose de faire, alors déjà, merci à tous d'avoir tenu après-midi parce que il commence à faire faim. On en a bien conscience. On a dépassé de quelques minutes l'heure de l'apéro, donc il va falloir qu'on rattrape tout ça. Mais oui, il y aura un replay. Et justement, ce que je vous propose de faire, c'est d'envoyer de demander directement le replay et d'envoyer alors, vous aurez en fait un email juste après qui va arriver. Et en fait, vous pouvez demander une démo à la fois et prendre un rendez-vous avec Thomas si vous voulez, une agence qui vous accompagne, et puis avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe aussi si vous voulez simplement parler de Kiliba directement. Ouais, tout à fait. Voilà, bah, avec grand plaisir, moi, de prendre contact, que ça soit, voilà, vous pouvez, mon agenda est ouvert, vous pouvez vous prendre rendez-vous, même par LinkedIn si vous voulez qu'on échange. Voilà, avec très grand plaisir d'échanger sur vos différentes problématiques et vous accompagner, voilà, pour déjà
Carrément. Donc, je vois qu'il y a encore quelques personnes qui sont en train d'écrire. Donc, on va juste lire leur message et puis après, on va vous donner congé pour Oui, aller on manger est très heureux tranquillement. et on est très heureux si ça vous a plu et si on vous a. Je pars du principe qu'on a tous gagné. Si déjà on vous a appris quelque chose, au moins une chose aujourd'hui, Oui, hein. avec Antoine, on aura fait le job. Oui, oui, évidemment. En fait, Ninon, pour te répondre, enfin pour répondre à tout le monde, hein, oui, ça fonctionnera sur tout dans l'année. C'est-à-dire qu'il y a, enfin, en tout cas, on estime après. Encore une fois, je suis pas garant de tout ce de tout ce qu'on peut faire, mais techniquement, oui, à la fin de l'année, WordPress, donc en l'occurrence le module WooCommerce plutôt que WordPress, mais oui, ce sera certainement disponible par API. Ok. Super. Nicolas, Maggie qui sont en train d'écrire. Et ben voilà. Bon, ben voilà. Ben, merci à vous. Voilà, on vous remercie, on vous envoie un petit mail et puis à très vite. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire euh, pour, euh, pour plus d'informations. Euh, Belle journée à vous. Et puis à la prochaine parce que c'est pas le dernier webinaire qu'on fait avec Evolutive Group. Merci beaucoup, avec grand plaisir, Antoine. Au revoir. Au revoir.